Bonjour, moi je suis le docteur Rondeau, je suis neuropédiatre et je travaille au CHU de Rouen dans le service de néonatologie et le CAMS, donc pour l'accompagnement des enfants, jeunes enfants au CAMS au CHU de Rouen, c'est pour les enfants de 0 à 3 ans qui ont un trouble du neurodéveloppement pour la plupart. Et du coup, on m'a demandé de parler des troubles du neurodéveloppement et de l'épilepsie, notamment dans le syndrome Mitael. Alors les troubles du neurodéveloppement, Euh, vous en entendez parler beaucoup. J'ai repris un peu les classifications avec le DSM-5, euh, qui est une des classifications. Il y a aussi la CIM-11 qui fait aussi le travail d'essayer de classifier ces troubles. C'est les troubles qui surviennent sur la période de développement de l'enfant et qui affectent le développement du cerveau et la mise en place de toutes les étapes du développement et les acquisitions et les possibilités pour le futur. Donc c'est souvent des troubles qui sont perceptibles dès les premières années de vie et c'est une fréquence assez élevée dans la population générale. Ça varie selon les études, mais c'est vrai qu'on entend parler parfois de 10 à 15% de la population générale, donc c'est vraiment une très grosse proportion. Et c'est vraiment multifactoriel, donc il y a une part génétique, mais il y a aussi une part environnementale. Quand on parle d'environnement, c'est pas que les expositions des toxiques ou à des événements extérieurs, c'est aussi l'environnement familial, le milieu dans lequel l'enfant évolue. Et puis, il y a aussi une part d'hérédité sans forcément qu'il y ait d'anomalies génétiques identifiées. On sait que dans les familles, il y a déjà des troubles du neurodéveloppement chez certaines personnes, que ce soit les parents, les oncles, les tantes, les autres enfants de la fratrie. Il y a plus de risques pour les enfants qui vont arriver ensuite sans qu'on ait forcément identifié de cause comme on sait le faire, comme savent le faire les généticiens. Est-ce qu'il y a plusieurs gènes qu'on connaît moins bien qui s'associent pour donner des troubles, ou alors est-ce que c'est une association des gènes et de l'environnement, probablement tout ça. Donc, vous voyez, tous ces troubles, ils sont souvent pas isolés, mais souvent associés de façon plus ou moins sévère. Il y a des enfants qui ont qu'un seul trouble de façon assez identifiée, mais d'autres qui cumulent un peu différents de ces troubles. Donc, quand on parle de troubles moteurs, c'est ce qu'on appelait dyspraxie ou troubles de coordination ou troubles d'acquisition des coordinations. Donc, vraiment des difficultés à apprendre comment on va planifier un geste et le mettre en œuvre de façon efficace et rapide. Quand on parle de troubles de communication, c'est tout ce qui est troubles de développement du langage oral, donc ce qu'on appelait dysphasie il n'y a pas si longtemps que ça, mais aussi des troubles de la phonation, de l'affluence, comme le bégaiement, ou de la communication sociale. Et puis, il y a tout ce qui est troubles spécifiques des apprentissages, comme les troubles d'apprentissage de la lecture, du calcul et de l'orthographe. Et puis, les troubles autistiques, on a appelé ça en troubles envahissants du développement, ou autisme. Et puis, quand on parle de troubles du développement intellectuel, c'est un synonyme de déficience intellectuelle et anciennement de retard mental. Et donc, tous ces troubles, ils peuvent s'associer de façon plus ou moins importantes. Et assez souvent, en tout cas, ils ne sont pas isolés. Alors, du coup, je vais vous présenter une petite vignette sur le trouble déficitaire de l'attention, puis sur les troubles autistiques et sur le trouble de développement intellectuel. Pour remettre un peu, d'après les classifications, un peu quels sont les critères et puis redire en quoi c'est important d'arriver à identifier ça, mais que c'est pas forcément le plus important de mettre un nom absolument sur les choses. C'est plutôt de repérer ensuite comment au quotidien l'enfant va être gêné par les conséquences de ces troubles et comment on peut essayer d'y remédier. Donc, dans le DSM-5 toujours, hein, donc c'est ce qui fait office de classification un peu officielle d'après l'Association américaine de psychiatrie. Et donc les critères qui ont été publiés en 2013. Donc il faut à la fois associer une part d'inattention qui peut être isolée si c'est juste un trouble déficitaire de l'attention. Et on peut aussi y associer des troubles de type d'hyperactivité, impulsivité qui peuvent s'associer pour donner du coup l'acronyme TDAH dans ce cas. Et donc les troubles de type inattention, du coup j'ai essayé de simplifier un petit peu, mais ça fait un petit texte
Mais ça décrit bien ce qu'on peut retrouver au quotidien, hein, chez les enfants ou les adultes qui ont des troubles de l'attention, donc des difficultés à prêter de l'attention aux détails, avoir du mal à soutenir son attention dans le temps, donc que ce soit pour le travail et pour les jeux, des personnes qui semblent ne pas écouter ou ne pas écouter longtemps, avoir du mal à se conformer aux consignes, avoir du mal à organiser ses activités du quotidien ou dans le travail, avoir tendance à un évitement des tâches qui nécessitent un effort un peu soutenu, des personnes qui perdent les objets facilement, qui se laissent souvent distraire par des stimuli extérieurs et puis qui peuvent avoir des oublis fréquents. Voilà. Alors quand on voit tout ça, c'est vrai qu'on doit tous se dire qu'on a un petit peu de de ces symptômes, mais ce qui est important, c'est que c'est des symptômes qui doivent être présents dans au moins deux environnements différents, mettons par exemple à l'école et dans la famille. Et puis ça doit avoir pour conséquence une altération significative du fonctionnement justement dans le milieu, sur le plan des interactions sociales, sur le plan scolaire, sur le plan de l'environnement au travail et de la qualité de vie. Et ça ne doit pas être mieux expliqué par un autre trouble mental. Par exemple, on peut imaginer une personne qui a une dépression et va avoir forcément un impact dans son quotidien sur ses capacités de concentration, etc. Et du coup, il doit pas y avoir, enfin, on peut parler de trouble de l'attention vraiment spécifique comme un trouble du neurodéveloppement quand il n'y a pas un trouble psychique autre qui peut expliquer ces symptômes. Et donc sur le plan de l'hyperactivité, de l'impulsivité, donc, voilà, c'est des personnes qui ont tendance à remuer sur leur chaise, à se tortiller, à se lever souvent, que ce soit en classe ou dans le cadre familial ou professionnel, avoir du mal à se tenir tranquille dans les activités de loisirs ou au travail, des personnes qui vont parler trop facilement, qui vont vouloir répondre avant que la question soit complètement posée, avoir du mal à attendre son tour et puis interrompre les gens facilement. Voilà, donc ça illustre un peu le tableau. Et du coup, il faut avoir, ça passe derrière là, qui est pour les critères d'inattention et les critères d'hyperactivité impulsivité, au moins 6 des symptômes et qui durent au moins pendant 6 mois. Hein, c'est pas quelque chose de passager pendant quelques semaines. C'est quelque chose qui doit être installé de façon assez durable. Et ce qui est important aussi, je pense, à redire, c'est qu'il faut que le degré de trouble, que ce soit de l'inattention, de l'hyperactivité, de l'impulsivité, ne corresponde pas au niveau de développement global de l'enfant. Donc soit plus fort, plus sévère que ce qui est attendu par rapport au niveau de développement global de l'enfant. Ça veut dire qu'un enfant ou un adulte qui a une déficience intellectuelle va forcément avoir un niveau de développement global qui va être plus faible que ce qui est attendu à cet âge-là. Mais on peut quand même, s'il y a des troubles très notables sur le plan de l'attention, sur le plan de l'hyperactivité, sur le plan d'impulsivité, et qui sont plus sévères que ce qu'on attendrait par rapport au niveau global de la personne, parler de troubles d'attention, même si ce ne sera pas forcément un trouble spécifique comme on imagine l'enfant TDAH qui n'a que ce trouble-là, et ça veut dire qu'il y a quand même des troubles de l'attention et qu'on peut essayer d'agir sur ces troubles, que ce soit par des méthodes de type rééducative, de remédiation ou alors des méthodes médicamenteuses. Et c'est pas une ineptie de proposer une aide sur le plan de l'attention, y compris quand il y a un trouble plus global que juste un trouble de l'attention. Alors les troubles du spectre autistique, donc là toujours selon le DSM-5. Donc maintenant on parle de dyade autistique. Avant on parlait de triade autistique. Maintenant on parle de dyade avec à la fois une association de déficit de communication et des interactions sociales, et qui s'associe à un caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts. Donc c'est résumé, vite résumé, hein, pour quelque chose, un trouble, un spectre qui est vraiment large et qui revêt plein de très nombreuses réalités, hein, d'un patient à l'autre, mais pour résumer, donc c'est des difficultés à avoir une réciprocité sur le plan de l'émotion, des interactions sociales, y compris dans la communication non verbale, hein, dans la communication très souvent verbale, mais aussi non verbale. Une difficulté à initier les interactions, à les maintenir dans le temps et les comprendre de façon fine.
Et puis sur le plan des comportements et des intérêts, il peut y avoir des stéréotypies, que ce soit gestuelles ou verbales, une difficulté à tolérer les changements, à être flexible dans le quotidien, à sortir des routines. Et puis un certain nombre d'enfants ont vraiment des intérêts très restreints ou très atypiques pour leur âge ou dans leur environnement social. Et puis, il y a très souvent aussi une hyper ou une hyposensibilité à des stimuli sensoriels. Et ça, c'est important de le redire parce que c'est souvent ces troubles sensoriels, cette difficulté à intégrer les sensations, les signaux extérieurs de façon paisible et de façon unifiée qui fait que les enfants ou les adultes avec des troubles du spectre autistique vont avoir des difficultés de comportement, vont avoir des explosions dans le comportement au quotidien. Voilà. Et il faut que ces symptômes soient présents dès les premières étapes du développement. Souvent, c'est visible avant l'âge de 3 ans. Parfois, ça peut se manifester vraiment dans la première année de vie par des troubles peu spécifiques comme une hypotonie, des difficultés motrices, une motricité un peu atypique, des façons de se déplacer, de se retourner un peu atypiques. Et c'est ensuite qu'on va voir les difficultés d'interaction qui vont prendre le dessus ou les atypiques qui vont prendre le dessus. Parfois, les enfants ont un développement qui semble classique la première année. C'est plutôt après 15 mois, 18 mois qu'on va voir un virage, voire une régression dans les capacités d'interaction et de communication. Voilà. Et donc, il faut aussi que tous ces troubles aient un retentissement significatif dans la vie du quotidien, la vie familiale, la vie scolaire, la vie professionnelle. Voilà. Et c'est important de se redire aussi de la même façon que pour parler du trouble de spectre autistique, il faut que les difficultés de communication, d'interaction sociale soient plus importantes que ce qui serait attendu par rapport au niveau global de développement de la personne. C'est sûr que quelqu'un qui a un retard global de développement, il va avoir des capacités de communication, d'interaction moins bonnes que quelqu'un qui n'a pas de trouble du neurodéveloppement. Mais pour vraiment parler de trouble du spectre autistique, il faut que ces capacités de communication, d'interaction sociale soient vraiment le point faible de la personne sur le plan de son développement. Voilà maintenant pour la déficience intellectuelle ou trouble du développement. Trouble du développement intellectuel. Donc là, c'est une définition qui repose sur deux piliers. Il y a à la fois une mesure objective du quotient intellectuel, selon les échelles, comme les échelles de Wechsler, comme la WPPSI, le WISC. Et ça va donner une mesure qui se dit objective, qui essaye en tout cas de mesurer avec des outils euh, les capacités cognitives de la personne et de la classer par rapport à la moyenne d'une population. Et donc, ça, quand on mesure ces capacités, les capacités intellectuelles avec ce type d'outil, on va pouvoir classer les personnes selon ce qu'on appelle une courbe de Gauss en cloche comme ça. Donc la majorité des personnes va être au milieu, dans le haut de la montagne. Et il y a des personnes qui vont être plutôt au-dessus, mais une petite proportion des personnes, et une petite proportion des personnes qui va être plutôt en dessous. Et par définition, donc ce qui est le, le, le code, enfin le consensus, c'est de dire que les personnes qui ont un quotient intellectuel inférieur à 70, donc statistiquement, ça représente 2,5% de la population. Et c'est de ces personnes-là dont on va dire qu'il y a une déficience intellectuelle. Mais il y a une deuxième partie voilà, je vais vous parler de la petite courbe rouge en plus après. Il y a une deuxième partie dans la définition, c'est vraiment aussi d'avoir des difficultés, en plus d'avoir des scores, des chiffres de fonctionnement intellectuel inférieurs à la norme. Il faut aussi, pour parler de déficience intellectuelle, avoir des difficultés d'adaptation, des difficultés de, dans tous les aspects pratiques de la vie quotidienne. Ça se mesure avec d'autres types d'échelles qui sont plutôt une sorte de questionnaire assez vaste sur toutes les activités de la vie quotidienne, comment la personne arrive à s'adapter, comment la personne arrive à interagir avec
avec des personnes de son âge, avec son environnement, comment la personne peut s'occuper d'elle-même, s'occuper de son domicile, prendre soin d'elle, comment la personne va pouvoir avoir des activités de motricité, de déplacement, de motricité plus fine. Voilà. Comment la personne va pouvoir se débrouiller pour communiquer par le biais du langage oral, du langage écrit, etc. Et donc en théorie, pour pouvoir établir le diagnostic de déficience intellectuelle, il faut une association de ces deux éléments. Voilà. Et donc il y a cette petite courbe-là, rouge que j'ai rajoutée. Et donc ça, c'est la même courbe, la même forme, hein, grosso modo, que la courbe du quotient intellectuel dans la population générale. Mais c'est dans les syndromes génétiques où il y a une atteinte cognitive. Du coup, en fait, on a cette même courbe qui est glissée vers la gauche avec toute une partie de la population des personnes qui ont un syndrome génétique qui va être plutôt sous le score qui définit la déficience intellectuelle. Et vous voyez que c'est pas tout le monde n'a pas le même quotient intellectuel, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Il y a des personnes qui vont être vraiment en plus grande difficulté dans les chiffres les plus bas et d'autres personnes qui vont avoir plus de possibilités et vraiment dans la partie droite de la courbe. Ce qui fait là, si on met la courbe comme ça, qu'il y a une partie des personnes qui vont avoir des scores qui correspondent à une déficience intellectuelle et d'autres non. Donc on peut imaginer à peu près que pour le syndrome Mitten-L, on a ce glissement de courbe comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut bien avoir conscience que c'est pas parce que les personnes ont toutes un point commun qui est cette anomalie du gène MIT1L, avec ou pas la production de cette protéine, normale ou enfin anormale ou une absence de production de protéines, mais du coup, il va y avoir quand même des différences interindividuelles. Et tout le monde ne va pas avoir le même profil exactement. Et donc, si on prend cette définition de la déficience intellectuelle, hein, qui est la définition officielle, c'est vraiment, on voit que ce qui est vraiment important, c'est de travailler l'adaptabilité, la flexibilité, l'adaptation au quotidien à l'environnement pour viser l'autonomie et pour permettre aux gens d'avoir un bon degré d'autonomie par la suite. Voilà, là je voulais remettre aussi, ça me semblait important, on parle beaucoup de diagnostic, donc il y a le diagnostic étiologique. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est le diagnostic étiologique, donc c'est la cause qui est commune. Mais on voit bien que dans les patients qui ont tous une même cause, une même anomalie du gène MIT1L, il ne va pas y avoir exactement les mêmes expressions. Il va y avoir des enfants pour qui, ou des adultes pour qui on va parler de troubles du spectre autistique, d'autres pour lesquels on va parler de troubles du développement intellectuel, euh, et d'autres pour lesquels on va parler de troubles d'apprentissage, troubles spécifiques des apprentissages. C'est ce qu'on appelle en langage médical le diagnostic nosologique. Et il y a aussi le diagnostic fonctionnel, ça veut dire, avec tout ça, comment se débrouille la personne, comment elle va vivre au quotidien, quels vont être les symptômes qui vont la gêner ou qui vont au contraire être plutôt des atouts, comment la personne fonctionne au quotidien, comment elle va pouvoir aller vers les autres, comment elle va être en difficulté ou pas pour communiquer. Et donc ça, je dirais que c'est presque le plus important, c'est quels sont les symptômes et quels sont les points faibles, quels sont les points forts, comment on va s'appuyer sur les points forts pour essayer de faire progresser l'enfant et l'adulte. Voilà. Et ça, je voulais redire aussi, parce qu'on parle beaucoup de maladies, de diagnostics et de handicap. Donc, selon l'OMS, la classification du fonctionnement et du handicap, donc la définition du handicap, c'est vraiment une restriction dans l'accès aux activités, dans la possibilité d'avoir les mêmes activités que les personnes qui sont dans la société autour de soi. Et du coup, on parle vraiment de handicap lorsqu'une personne ne peut pas accéder à des activités qui seraient normalement accessibles au sein d'une société. Donc c'est pas seulement le problème de santé de la personne et des défaillances
d'organes ou de fonctionnement intellectuel qui vont jouer, mais c'est aussi comment la société s'adapte et permet à cette personne d'accéder aux activités qui va compter dans la définition du handicap. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je voulais plaider pour un accompagnement précoce. Ça, c'est, j'emprunte les diapos au professeur Marie qui travaille au CHU et qui plaide beaucoup pour une prise en charge précoce des troubles du neurodéveloppement. Euh, on sait que quand on grandit dans la petite enfance, ben, on va mettre en place des acquisitions, des nouvelles acquisitions petit à petit en se basant sur les premières acquisitions et monter des acquisitions de plus en plus complexes. Et du coup, l'objectif d'une prise en charge précoce des troubles du neurodéveloppement, c'est d'éviter que ces difficultés s'accumulent à chaque étape et créer une situation vraiment bancale avec une addition de facteurs qui vont avoir un impact sur le développement global au final. Et donc, c'est vraiment mettre en place les étayages, les outils, les rééducations dès les premières années pour essayer d'avoir des bases les plus solides possibles pour construire des acquisitions pour la suite de la vie. Et vous connaissez cette notion de plasticité cérébrale. On parle souvent des 3 premières années ou des 6 premières années de la vie. En fait, c'est la plasticité cérébrale, elle n'est jamais terminée. Toute notre vie, on continue à créer des réseaux, modifier des réseaux, créer des connexions pour essayer de renforcer des, des activités qui fonctionnent bien et en corriger d'autres et essayer de progresser. Donc, voilà, donc c'est important dès le début de la vie. On sait que le cerveau se modifie plus facilement à cet âge-là, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut interrompre ensuite. Voilà, ça c'était pour parler de la trajectoire de développement, hein, donc parce que quand on fait des évaluations du développement d'une personne, c'est vrai que c'est toujours à une période donnée, donc c'est comme une image, une photo de qu'est-ce qu'est cette personne et comment elle arrive à répondre à nos tests, à nos observations à un moment donné. Mais est-ce que c'était le meilleur moment? Est-ce que c'était une personne qui était vraiment disponible à ce moment-là? Et surtout, comment ça va évoluer dans les années qui suivent? Est-ce que c'est pas figé? Donc ça, c'est important quand on fait des évaluations en bas âge de pouvoir les refaire, voir si la vitesse à laquelle les acquisitions de la personne se font à la même vitesse, ou alors si la personne arrive avec les rééducations qui sont mises en place à rattraper un certain nombre d'acquisitions. Et c'est vrai que quand on a une vitesse de développement qui est un peu plus lente que les enfants du même âge, c'est vrai qu'il y a des parents régulièrement qui me demandent, mais est-ce que mon enfant va rattraper? Est-ce que si on met en place telle ou telle chose, est-ce que mon enfant va rattraper, va récupérer un développement normal? On voit que plus le temps passe, plus pour rattraper une courbe de développement classique, il faudrait vraiment avoir un rythme de développement, une vitesse de développement et d'acquisition plus rapide que les autres enfants. Donc ça permet d'illustrer quand même que on se réjouit à chaque progrès, hein, à chaque fois qu'on fait des bilans, on voit l'enfant progresser, on est très content, mais l'objectif d'arriver à rattraper un niveau de développement habituel est quand même difficile à atteindre. Alors dans tout ça, tout ce qui est vraiment très important et sur lesquels on peut agir, c'est tout ce qu'on nomme surhandicap, tout ce qui peut se rajouter aux difficultés de développement de la personne et les contraindre et faire que la personne ne se développe pas aussi bien que de voudrait son potentiel. Et donc ça, il faut absolument lutter contre ça parce que c'est ça qui est vraiment un facteur d'évolution qui serait pas favorable et qui permettrait pas d'offrir, en tout cas à l'enfant puis à l'adulte, le plein potentiel de ce qu'il est. Et du coup, donc bon, vous avez déjà entendu parler de tout ça, mais vraiment tout ce qui est sensoriel, donc à la fois l'audition, la vision, vraiment vérifier qu'il n'y ait pas de troubles de réfraction, donc ce qu'il ne faut pas corriger la vue. J'ai pas mis les troubles neurovisuels, mais ça peut être intéressant de faire un bilan orthoptique et de voir s'il n'y a pas une rééducation orthoptique aussi qui peut se faire et qui permettrait de corriger des troubles neurovisuels, tout ce qui est troubles auditifs, est-ce qu'il y a des troubles de type surdité, et est-ce qu'il y a par la suite, est-ce qu'il n'y a pas des otites séromuqueuses qui vont se rajouter
et empêcher d'avoir une audition optimale. Tout ce qui est trouble du sommeil, donc vraiment ne pas hésiter à parler des apnées du sommeil, des ronflements trop importants, d'un enfant très fatigué dès le matin, en sueur la nuit, etc., pour voir s'il ne faut pas une, des examens pour vérifier qu'il n'y ait pas de troubles du sommeil, de type apnée du sommeil obstructive. Reconnaître et traiter une épilepsie si elle est présente, pour éviter que les crises d'épilepsie à répétition n'aient un impact sur le développement. Tout ce qui est lutte contre le surpoids et l'hypotonie, on en a parlé. Vraiment optimiser les capacités attentionnelles. Donc ça peut être par des prises en charge de type psychomotricité, de type ergothérapie, mais aussi sur le plan médicamenteux éventuellement. Et tout ce qui est gestion de la frustration, régulation émotionnelle. Après, je voulais parler un peu d'épilepsie, faire la différence, parce que c'est pas toujours évident quand on parle d'épilepsie ou de crise, de convulsion. Qu'est-ce que c'est? Donc, on parle de crise épileptique ou de convulsion, c'est presque un synonyme, lorsque il y a une survenue transitoire de signes ou de symptômes qui reflètent une activité excessive de neurones du cerveau, excessive ou alors anormalement synchronisée des neurones du cerveau. Là, vous avez un exemple avec une personne qui veut avoir une crise d'épilepsie absence brutalement, donc une activité, ça c'est l'activité électrique du cerveau qui est mesurée à la surface du cerveau par un électroencéphalogramme et on voit que tout d'un coup, toute l'activité électrique dans toute la surface du cerveau s'active de façon très anormale et de façon très rythmique et pointue pendant une durée une quinzaine de secondes. Et après, ça revient à peu près à la normale. Et ça, c'est vraiment une crise d'épilepsie de type absence. Là, c'est criant même quand on n'est pas un neurophysiologiste. Et donc ça, c'est un exemple de ce qui peut survenir sur le plan de l'activité électrique du cerveau quand il y a une épilepsie absence. Et donc ça, voilà. Et puis on parle de maladie épileptique ou quand on parle dans le langage courant d'épilepsie, c'est la tendance à avoir une répétition des crises d'épilepsie. Donc on peut parler de maladie épileptique à partir du moment où on a eu au moins 2 crises d'épilepsie qui n'ont pas été provoquées. Quand on dit des crises provoquées, ça peut être par une hypoglycémie, par de la fièvre, par un problème, un traumatisme crânien. Et 2 crises à au moins de 24 heures d'intervalle, on va dire, ah bah, c'est quelqu'un qui débute une épilepsie, qui a une maladie épileptique. Ou alors une première crise d'épilepsie, et puis on voit que à l'électroencéphalogramme, il y a des anomalies qui font dire que c'est un enfant qui est très à risque d'avoir des récidives de crise d'épilepsie. Là, on va dire que oui, c'est un enfant qui rentre dans une maladie épileptique. Ou alors si on a diagnostiqué un syndrome épileptique précis, donc ça c'est un ensemble de signes de l'épilepsie qui nous font dire, ah bah oui, ça ressemble à tel syndrome, telle maladie épileptique précise, même s'il y a eu une seule crise, on sait que c'est ce début-là. Voilà. Et je voulais redire que c'est pas les anomalies à l'électroencéphalogramme quand elles sont isolées, quand c'est pas associé à des crises d'épilepsie, c'est assez fréquent d'avoir des anomalies sur l'électroencéphalogramme chez les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement. Mais si c'est pas associé à des crises d'épilepsie visibles, cliniques, ça ne doit pas être traité comme une épilepsie. C'est des petites anomalies qui témoignent du fait qu'il y ait un développement cérébral qui n'est pas tout à fait classique, mais il ne faut pas rajouter des difficultés avec tous les effets secondaires des antiépileptiques, etc., en traitant juste un signal électrique et au lieu de traiter une épilepsie avec des crises. Voilà, donc avec les données des études, là, notamment l'étude de Dr Coursimo en 2023, plus les patients que Juliette Coursimo avait repris, ça faisait 62 patients et il y avait 17 patients qui avaient une épilepsie sur cette cohorte de 62 patients, ce qui fait 27%. Dans les données connues sur les capacités intellectuelles, il y avait seulement un sur 13 patients qui n'avaient pas de déficience intellectuelle, donc on avait peut-être l'impression que le fait d'avoir une épilepsie, c'était associé à un risque plus important d'avoir une déficience intellectuelle, mais ça reste de l'ordre de l'impression avec un petit chiffre comme ça.
On a l'impression aussi que l'âge de la marche chez les enfants qui ont eu une épilepsie est plus tardif. L'âge moyen, c'était plutôt 28 mois, alors que l'âge moyen dans l'ensemble de la cohorte, c'était 24 mois. Mais tu avais dit 22 mois ce matin, donc ça donne peut-être 22. Euh, mais en tout cas, il y avait une légère différence qui semble visible. Euh, En fonction du type de mutation, est-ce que c'est une mutation troncante ou pas, ou une mutation faux sens, on n'avait pas l'impression qu'il y ait un type d'épilepsie plus ou moins associé ou une différence. Et les types d'épilepsie étaient assez variables. Il y avait un enfant qui avait des crises myocloniques, d'autres qui avaient des épilepsies absence, d'autres des crises généralisées tonico-cloniques. Cloniques. Il y avait des enfants qui avaient eu des convulsions hyperthermiques. Donc ça, on pourrait presque se demander si ça doit être entré dans le cadre d'une épilepsie, hein, parce que souvent, c'est des enfants pour lesquels on ne propose pas forcément de traitement et des épisodes qui s'arrêtent après l'âge de 5 ou 6 ans. Et une sévérité assez variable. Il y avait un certain nombre de patients qui avaient fait des crises uniques sans récidive, d'autres qui avaient une épilepsie qui était équilibrée avec un seul médicament antiépileptique. Euh, il y avait un petit nombre de patients qui avaient des épilepsies plus sévères qui nécessitaient plusieurs traitements. Et les âges de survenue étaient variables aussi. Donc il n'y avait pas une seule forme d'épilepsie, un seul modèle. Ça, je vais passer et hop, pardon. Je voulais vous montrer quelques exemples d'épilepsie pour vous, que ça vous parle. Donc l'épilepsie absence, est-ce que je vais réussir à passer C'est des épisodes de... Non, ça marche pas comme ça marche comme ça. Non, pas du tout. C'est bon. Désolé. Donc les absences épileptiques, c'est une épilepsie qui est peu spectaculaire, qui va donner des ruptures de contact d'une personne qui s'arrête dans son activité, qui semble plus présente sur le plan visuel, mais qui va pas tomber, qui va pas faire de mouvements particuliers, ou alors rarement des petits mouvements, des petites secousses, mais vraiment un peu spectaculaires. Et ça va durer, ça va être brutal, ça va arriver brutalement et ça va durer quelques secondes, quelques dizaines de secondes, mais pas beaucoup plus. Et ça peut arriver par contre de façon très fréquente. Il y a des enfants qui font ça plusieurs dizaines de fois par jour et donc dans ce cas-là, ça a vraiment un retentissement important sur les capacités d'apprentissage, de concentration et de mémorisation à l'école. Je vais essayer de vous montrer la vidéo si ça marche. Voilà. Donc là, on fait souffler l'enfant sur un petit moulin parce que c'est quelque chose, quand on fait hyperventiler l'enfant, ça déclenche les crises parfois. Et vous voyez que tout d'un coup, il s'arrête dans son activité. Là, il souffle encore un petit peu et puis il va s'arrêter totalement. Et puis là, on pourrait le parler, le toucher, le pincer et il n'y a pas de réaction. Il y a un petit mouvement automatique du bras. Et vous allez voir qu'après, il va revenir. Voilà, il revient à lui. C'est fini. Donc ça pourrait presque passer inaperçu. Si on est dans la pièce d'à côté, on revient 10 secondes plus tard, on n'a rien vu. Donc voilà. Mais pour vraiment faire la différence avec un enfant qui est juste dans la lune en train de penser à autre chose, de pas se concentrer, faut aller le toucher, voir si hop, tout de suite l'enfant revient, regarde, ou alors s'il est vraiment figé et dans la capacité de regarder, de rentrer en interaction. Il y a d'autres, voilà, ça c'est des absences avec un peu plus, un peu de mouvement associé, c'est le même enfant. Vous voyez qu'il y a des petites myoclonies, des petites secousses du membre comme ça, en même temps qu'il y a l'absence, la perte de contact. Et hop, ça revient. Voilà. Et alors, là, je vais vous montrer une dernière vidéo. C'est des crises donc, plus classiques de ce qu'on imagine de l'épilepsie, les crises généralisées tonico-cloniques. Ça va survenir de façon brutale. Et là, il y a vraiment une perte de contact brutale. Et puis,
une modification du tonus, souvent avec un enfant qui va d'abord se raidir de façon généralisée, et puis ensuite qui va avoir des mouvements, ce qu'on appelle des clonies, donc des mouvements rythmiques des membres, petites secousses cloniques. Et puis ça va durer un certain temps jusqu'à ce que... Donc là, c'était filmé dans le noir. Un enfant qui va d'abord se raidir, donc il a les pieds qui vibrent un peu parce qu'il est tout raide. Et puis ensuite, on va avoir des secousses rythmiques. Donc là, la crise dure encore. Il y a toujours des secousses. Et puis un enfant qui n'est pas présent sur le plan visuel ou qui est inconscient. Voilà, les clonies. Et puis après, ça va s'arrêter tout doucement. Ça va s'atténuer, ça va s'arrêter. Et après, il y a ce qu'on appelle la phase post-critique, la phase où il y a plus on n'est plus dans la crise d'épilepsie, mais on est dans une phase vraiment de grande fatigue d'un enfant qui est un peu perdu, désorienté et très fatigué et plutôt tout mou. La crise n'est pas finie. Et voilà, ça va s'arrêter. Bon, on va couper. Mais du coup, je vous montrer ces vidéos pour démystifier aussi un peu les crises d'épilepsie, que les parents puissent reconnaître aussi éventuellement si c'est arrivé chez leurs enfants. Donc les grands messages à retenir pour moi, c'est vraiment proposer à l'enfant un rythme de rééducation acceptable. C'est vrai quand on regarde partout, on contacte d'autres familles, on a l'impression de rater plein de rééducations, que telle et telle famille fait telle ou telle rééducation, essaye telle chose, mais on ne peut pas tout proposer en même temps. Donc il faut vraiment que l'enfant vive sa vie d'enfant aussi, et des temps de jeu, et des temps pour s'ennuyer, et des temps pour vivre en famille, et pas être à courir tout le temps d'une rééducation à l'autre. Donc ça c'est pas facile de se raisonner et de trouver un rythme qui convienne à tous. Toujours travailler ce qu'on appelle dans la zone proximale de développement, c'est demander toujours un petit peu plus à l'enfant, mais pas de façon démesurée, pas demander des objectifs inatteignables. Il faut que l'enfant ce soit un objectif raisonnable et qui semble juste au-dessus de ce qu'il peut faire actuellement et qu'il puisse atteindre. Voilà, tenir compte bien des variations interindividuelles au sein du syndrome. Tout le monde n'a pas exactement les mêmes capacités, les mêmes troubles. Le diagnostic fonctionnel, donc qu'est-ce que l'enfant arrive à faire au quotidien, quelles sont ses difficultés, quels sont ses points forts, ça donne, je trouve, plus de concret dans ce qu'on peut proposer. Plutôt que vouloir absolument dire c'est un enfant avec un trouble autistique, c'est un enfant avec un TDAH. Et puis l'objectif final des parents et des médecins et des rééducateurs, c'est vraiment que l'enfant puisse devenir un adulte autonome et qui s'épanouisse au sein de la société. Euh, et voilà, donc sur les électroencéphalogrammes, on ne traite pas un tracé d'électroencéphalogramme, mais un patient avec une épilepsie. Et donc, bien penser au surhandicap et évaluer, réévaluer si on veut que la personne donne le maximum. Voilà. Et ça, c'est une citation que j'aime bien et je pense que les familles seront toutes d'accord. Et les médecins, parfois, on a besoin de se le redire. Voilà. Merci.